Bonsoir à tous et bonsoir à l'ANC qui nous a rejoints en force. Aujourd'hui, on a organisé et proposé d'organiser un Zoom avec l'ANC. Vous avez autour de la table, pour le cabinet Dante, Sophie Joulin de Noret, Bonsoir. voilà, robe rouge, je vais dire. Camille Lafont, qui est avocate au Bonsoir. cabinet aussi, en blanc. Et Inès, sa fille, Bonsoir. qui est juriste, qui travaille avec nous. Et Charles-Joseph Houdin, bien sûr. Et pour l'ANC, au moins que j'ai identifié, Manon Brigandet, qui est la présidente de l'ANC, et Anne Berton, qui est aux commandes et à l'intendance pour l'enregistrement et tout ce qu'il faut. L'objectif du Zoom ce soir, c'était avec vous de faire un peu un point d'étape de fin d'année sur l'avancée des procédures d'indemnisation à l'ONIAM pour les victimes du vaccin contre la grippe H1N1. Nos propos seront limités sur ce sujet. Quelques chiffres déjà. À ce jour, il y a environ 80 dossiers qui ont fait l'objet d'une indemnisation définitive. Il y a environ 80 dossiers qui sont en cours de constitution au cabinet et qu'on va déposer au dispositif. Et environ à peu près autant de dossiers qui sont en contentieux, c'est-à-dire devant des tribunaux pour diverses questions dont on vous parlera. La, la tonalité et un peu en guise d'introduction de tout ce qu'on fait au cabinet, c'est plutôt un message très positif. Très positif parce qu'on arrive aujourd'hui à faire indemniser les dossiers, y compris les dossiers un peu difficiles, avec des délais d'apparition longs, avec pas toujours des dossiers les plus complets, mais une tonalité positive. Vous rappelez que le dispositif est toujours ouvert, donc il est toujours possible de déposer des dossiers, et on en a là un certain nombre qui sont en cours de constitution. Le dispositif est ouvert et il n'est pas trop tard pour obtenir une indemnisation, que ce soit une première indemnisation, mais aussi en cas d'aggravation. Il y a un certain nombre, et on en reparlera tout à l'heure, de dossiers qui vont faire l'objet d'un deuxième, voire d'un troisième passage. Euh, il y a de l'actualité médicale et nous étions avec Camille Lafont et l'ANC aux journées à Montpellier vendredi où on a pu rencontrer tous les médecins qui s'occupent de vos dossiers au quotidien. Je ne vais pas tous les citer, mais les médecins de Paris, Arnulf, les Franco, Monsieur Dauvilliers, qui on a vu d'autres, Camille, le docteur Léger, le professeur Léger, le Cendreux, enfin, beaucoup des médecins qui s'occupent de vous étaient là et on a pu échanger sur les nouveaux traitements qui sont en cours de discussion notamment. L'objectif pour nous de ce Zoom, c'est donc de vous présenter quelques points et quelques avancées, rappeler à ceux qui n'ont pas encore déposé de dossier qu'il faut prendre contact avec nous. Le dispositif est toujours ouvert, je vous le disais, il n'est pas trop tard. Jusqu'à quand il sera ouvert, ça, je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de raison qu'il soit fermé dans les mois qui viennent, mais il n'est pas impossible que dans quelques années, le dispositif euh, soit fermé. Euh, S'agissant des aggravations, n'hésitez pas à nous communiquer des évolutions dont vous pourriez être l'objet, une naissance, une modification professionnelle, une modification de situation familiale. Tout ça peut caractériser une aggravation et c'est important que vous nous teniez au courant pour qu'on puisse éventuellement déposer des nouveaux dossiers. Voilà, introduction assez courte. Je donne tout de suite la parole à Camille Lafont qui va vous parler plus spécifiquement
des avancées que nous avons obtenues devant les juridictions pour les victimes du vaccin Panenza. Oui, vous le savez, ça fait longtemps maintenant qu'on se bat contre l'onium pour faire reconnaître le lien de causalité entre le Panenza et la narcolepsie. Ça a commencé en 2017 et là, on vient d'avoir une décision du Conseil d'État, donc c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative, qui est venue valider le fait qu'il est bien possible qu'il y ait un lien de causalité entre cette vaccination qui touchait moins de monde que le Pandemrix et la narcolepsie. Et le juge précise que, au cas par cas, il faut tout de même vérifier qu'on a bien les critères indispensables, c'est-à-dire l'absence d'antécédents, l'absence d'autres causes et le délai d'apparition des symptômes dans un délai de 2 ans qui suit la vaccination. Donc ça, c'est la première avancée jurisprudentielle qui était très importante et très attendue pour nos clients. C'est de bon augure pour la suite des dossiers à l'ONIAM, notamment pour les victimes du Panenza qui pourront sans doute être indemnisées par l'ONIAM directement grâce à cette décision. Parallèlement à ça, l'autre question qui se posait, c'était la question justement du délai d'apparition des symptômes. Ce délai d'apparition des symptômes, l'ONIAM voulait faire croire aux juridictions que c'était 1 mois ou enfin jusqu'à 1 an après la vaccination. Et nous, fondés sur la littérature médicale, etc., on essaye de faire reconnaître aux magistrats que c'est bien un délai de 2 ans qu'il faut prendre en compte après l'apparition des symptômes. Et là encore, on vient d'obtenir une décision qui date du 4 juillet qui vient confirmer le fait qu'il y a bien un délai d'apparition des symptômes de 2 ans qui est possible et qu'il faut là encore justifier. Et en revanche, là, c'est difficile et c'est ce sur quoi il faut insister lorsqu'on constitue les dossiers, etc., c'est qu'il faut trouver un certain nombre d'indices, notamment dans les dossiers médicaux, grâce à des attestations, dans les dossiers professionnels ou dans les dossiers scolaires qui vont venir confirmer l'existence de l'apparition des symptômes dans ce délai de 2 ans. Donc ça, c'est pour les avancées jurisprudentielles qui sont très importantes et très positives pour la suite des dossiers. Voilà. Alors peut-être pour compléter ce que Camille Lafont vous a dit, il faut comprendre que pour euh, aller à l'encontre de ce que l'ONIAM a essayé de faire croire aux juridictions, il nous a fallu presque 10 ans de contentieux pour obtenir de la plus haute juridiction, le Conseil d'État, toutes ces avancées. Et on a eu des difficultés, ce qui vous explique aussi les délais d'indemnisation, mais des difficultés énormes avec certaines familles qui ont été obligées de faire 10 ans de procédure judiciaire. C'est pas le cas dans tous les dossiers, heureusement, mais ça a été un travail très important de convaincre les juridictions de l'erreur dans laquelle l'ONIAM s'était fourvoyé. Et par exemple, dans le Panenza, l'ONIAM avait décidé, sans aucune raison valable, de n'indemniser que les victimes de Pandemrix et pas les victimes du Panenza. Et ça nous a pris 10 ans pour corriger cette erreur. Je vais continuer à vous parler des avancées jurisprudentielles, mais à la fin de ces petites présentations, il y aura bien sûr peut-être un petit temps d'échange. Si vous avez des questions, vous les notez et on pourra ensuite répondre à chacune de vos questions. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'assistance tierce personne, c'est-à-dire l'aide qui est apportée par l'entourage ou par des personnes extérieures. Ça peut être une aide pour le quotidien, pour aller chercher les médicaments, pour gérer tout ce qu'il y a à faire quand on est fatigué. Et ça peut aussi être une assistance qui va être extérieure. Ça peut être autant voilà, donc une femme de ménage ou aussi pour la scolarité des professeurs lorsque on est donc en âge d'une scolarité. Donc ça, c'est un sujet qui est important parce que une fois, même quand on a un traitement, le diagnostic, il reste encore beaucoup de choses pour lesquelles se faire aider. Et donc, il y a deux points principaux qui ont avancé là ces derniers mois. Le premier, c'est que le Conseil d'État est venu dire que on n'est pas remboursé sur facture, mais c'est vraiment un besoin qui est reconnu.
Ça signifie que dans le cadre d'une expertise qui va être diligentée dans le cadre de l'ONIAM, voire dans le cadre contentieux, les experts vont évaluer l'aide dont la personne vaccinée a besoin pour gérer son quotidien. Pour cela, elle va se baser sur des attestations, des éléments médicaux qui vont montrer que pour compenser la fatigue, pour compenser les siestes, il va falloir euh, pour revenir à une situation dans laquelle on pourrait faire tout ce qu'on doit faire si on n'était pas malade, il faudrait tel volume d'heures par jour. Et donc, il y avait toute une question de savoir est-ce qu'il faut avoir effectivement des factures par exemple, de professeurs particuliers à domicile? Est-ce qu'il faut des professeurs? Est-ce qu'il faut un justificatif d'une aide à domicile pour le ménage, etc. Et le Conseil d'État est venu dire très récemment, là au mois de juin, que c'était donc sur les besoins évalués notamment par les experts et sur la base des justificatifs qui sont apportés au dossier. Donc ça, c'est un point très important puisque on peut se faire aider bien sûr par son entourage et c'est ça qui est reconnu. Le deuxième point qui est important, une fois qu'on a évalué le volume dont on a besoin, c'est ensuite combien on l'indemnise. Et donc ça, c'est une discussion qu'on a régulièrement à l'ONIAM en particulier et aussi devant les juridictions pour savoir quel est le coût de cette heure. Puisque vous connaissez les tarifs d'un professeur à domicile, donc ça c'est de la tierce personne spécialisée, ou les coûts par exemple d'une aide ménagère. Et donc toute la question c'était de savoir combien est cette aide. Et cette aide a été réévaluée. Il y a un référentiel indicatif de l'ONIAM qui a été réévalué très récemment, puisqu'il avait fait l'objet d'une annulation en décembre. Et depuis le 1er juillet, il y a un nouveau référentiel qui vient augmenter ce montant horaire. Et donc ça, vous allez pouvoir en bénéficier pour tous les protocoles futurs. Donc c'est une belle avancée qui tient compte aussi de l'augmentation du coût de la vie, etc. Voilà pour les augmentations sur la tierce personne et sur les points récents. Et on va pouvoir vous parler maintenant aussi de l'impact sur les proches et donc sur ce qu'on appelle les victimes indirectes. Alors oui, concernant donc l'indemnisation des victimes indirectes, donc pour les victimes indirectes qui étaient déjà dans la vie de la victime directe avant la vaccination, donc avant l'apparition des symptômes, il n'y a pas de souci pour obtenir une indemnisation et l'ONIAM indemnise ces proches-là. Cependant, il faut distinguer donc ces victimes indirectes et les victimes indirectes qui sont entrées dans la vie de la victime directe après la vaccination et après l'apparition des symptômes et pour lesquels il y a un débat jurisprudentiel sur ce point-là. Et l'ONIAM refuse d'indemniser ses proches. Donc on a dû à plusieurs reprises saisir les juridictions pour contester ce rejet de l'ONIAM. Et on a obtenu plusieurs décisions. On a obtenu des décisions qui autorisaient l'indemnisation de ces victimes indirectes, mais on a également obtenu des décisions qui refusaient cette indemnisation pour ces victimes indirectes-là. Donc le Conseil d'État a été saisi pour trancher la question et pour donner son avis. Donc on continue à travailler sur le sujet et on vous tiendra informé dès qu'on aura obtenu l'avis du Conseil d'État donc pour ses proches arrivés après la vaccination de la victime directe. Est-ce que là, vous avez déjà des questions sur les points que nous avons abordés? Je vois pas de message dans le chat, mais n'hésitez pas à enlever peut-être. Ah, Manon, je vous laisse. Je voudrais bien juste me faire repréciser le dernier point. On parle bien enfin, on va imager pour être plus clair, les parents et la fratrie qui ont été là et qui ont vu à l'avant et l'après du diagnostic. Situation 2, un conjoint qui rencontre sa compagne qui est déjà narcoleptique. Là, votre combat actuel, si la personne voilà, et dans le cas numéro 2, c'est que le conjoint, l'époux qui a finalement toujours connu son épouse avec ces symptômes-là, puisse lui aussi bénéficier d'une indemnisation, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est également le cas pour les enfants, par exemple, qui sont nés d'une victime directe, qui sont nés donc, après la vaccination.
Et donc, on tente également d'obtenir une indemnisation pour ces enfants-là qui sont nés après la vaccination et qui ont toujours connu leurs parents malades. D'accord. Et est-ce que vous avez la sensation qu'il y ait des situations auxquelles il sera plus facile d'accéder que d'autres? Je pense notamment effectivement à la situation des enfants. Ça fait une grosse différence d'avoir un enfant, enfin un parent narcoleptique ou pas. Donc voilà, est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'il y a certaines situations vers lesquelles vous avez plus de chances d'obtenir reconnaissance? Alors récemment, l'ONIAM s'assouplit un petit peu sur ces sujets-là, parce nous récemment, on a eu quelques décisions de l'ONIAM qui a autorisé l'indemnisation pour les conjoints, même si ces conjoints étaient arrivés après la vaccination de la victime directe. Mais pour l'instant, on n'a pas eu encore d'indemnisation en ce sens pour les enfants devant l'ONIAM. Mais on a déjà eu deux décisions donc devant des juridictions, devant le tribunal administratif, qui ont autorisé pour les enfants qui sont nés après la vaccination. Et est-ce que ça, enfin, je pense aux conjoints, par exemple, est-ce que ça pourrait nécessiter de faire reconnaître le statut d'aidant, par exemple? Parce que finalement, ils ont le statut d'aidant, mais voilà, c'est pas forcément reconnu directement. Voilà, est-ce que ça pourrait avoir du poids de faire reconnaître ça auprès de différentes instances, ou est-ce que c'est que de l'informel voilà, dans ce qu'on monte dans le dossier? Pour moi, c'est deux choses différentes. Mm. Là, dont on vous parle, c'est pas lié au fait qu'il soit aidant ou pas, c'est Oui, oui, bien sûr. le préjudice d'affection. Ouais. Mhm. Donc, je pense qu'on risquerait de nous répondre que ça se confond avec la tierce personne. Et là, on fait vraiment indemniser alors le bouleversement dans la vie de la vie du conjoint. Effectivement, son statut peut-être d'aidant, ou peut-être on pourrait évoquer peut-être les modifications professionnelles si quelqu'un a dû adapter son mode de vie en montrant bien que certes, parce que la logique de l'ONIAM, c'était de dire oui, mais le conjoint qui est arrivé après le diagnostic, ce que nous répond l'ONIAM de façon terrible, c'est de dire oui, mais il ou elle a choisi son conjoint en sachant que cette personne avait une pathologie. Voilà, donc ça, c'est la réponse terrible de l'ONIAM. Et donc, nous, de dire oui, elle a choisi, mais ça n'empêche que ça crée une douleur et ça crée des modifications, effectivement, de son organisation, de son état de vie. Et donc, ça fait partie des choses, mais qui peuvent être montrées de façon, pourquoi pas avec le statut d'aidant, pour montrer qu'il y a eu, du coup, une part qui a été prise par l'aidant pour participer et pour faciliter la vie de la personne malade. Voilà, ou ça peut être toutes sortes d'éléments qui montrent sa modification de son quotidien ou de son travail. Mhm. Ok, merci. Oui, jusqu'à présent, pour ceux, les rares qu'on a réussi à faire indemniser, qui sont dans ce cadre, on n'a pas eu besoin de démontrer ce statut d'aidant. Après, effectivement, ça peut venir se surajouter en tant qu'élément de preuve pour démontrer, l'impact sur la vie quotidienne, etc. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été nécessaire, donc c'est pas du tout obligatoire de faire ça. Je profite de cette question, merci Manon, pour préciser à tous ceux qui nous écoutent. Tout ça sont des questions qui doivent avoir lieu dossier par dossier et des approches individuelles. N'hésitez pas à venir nous voir par téléphone, par email, par Zoom, pour qu'on puisse aborder cette question dans votre dossier et voir comment étayer les choses, soit avec un éventuel statut d'aidant, même si en réalité cette question des victimes indirectes, des proches qui apparaissent dans la vie de la victime après la vaccination, est plutôt une question théorique et juridique euh, qu'une question très, très, très pratique et concrète. Je vois sur les questions une question de Tariq sur quand est-ce que les nouvelles offres d'indemnisation vont être faites sur la base du nouveau référentiel de l'ONIAM. Alors le référentiel, il a été mis en ligne le 1er juillet. L'ONIAM a un retard très important puisque ça fait 6 mois que les choses étaient euh, euh, suspendues. Donc ça va arriver. On n'a pas besoin que nos clients, les victimes, sollicitent l'ONIAM et les relancent tout de suite. Il faut les laisser reprendre les choses et retravailler. Nous, on surveille et dès le mois de septembre, on fera parvenir des demandes un peu plus précises. Là, il faut qu'ils rattrapent leur retard. On s'en occupe.
vous préciser deux aspects. D'abord, ce nouveau référentiel est d'ores et déjà inférieur à ce qu'accordent les juridictions, et nous sommes en train de réfléchir à un recours contre ce nouveau référentiel pour le contester, parce qu'il est déjà dépassé, premier point. Et deuxième point, pour les victimes qui ont d'ores et déjà transigé avec l'ONIAM, c'est-à-dire qui ont été indemnisées en 2024 sur la base du référentiel qui a été annulé, nous sommes en train de réfléchir pour elles à la possibilité d'aller solliciter un complément d'indemnisation auprès de l'ONIAM. Là aussi, on reviendra vers vous individuellement. C'est assez complexe à mettre en place et un peu créatif d'un point de vue juridique. Donc, il faut qu'on voit comment on organise cela, mais on reviendra vers vous pour envisager cette solution. Camille ou Sophie, vous voulez dire un mot sur les délais? Alors, j'en ai parlé dans mon introduction, mais expliquer auprès de tout le monde euh, que les délais restent un peu longs. Ah, les délais de l'ONIAM. Ouais, Effectivement, ils sont assez longs. Alors, il y a deux choses différentes. D'une part, il y a les délais un peu administratifs de l'ONIAM qui sont assez longs avant d'adresser enfin, les dossiers de nos clients aux experts. Et ensuite, lorsque le rapport d'expertise a été déposé, c'est très long pour formuler des offres parce que ils doivent contrôler avec leur référentiel que tout est OK, etc. Ils doivent aussi solliciter les caisses d'assurance maladie pour vérifier qu'il n'y a pas de créances, etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. De la même façon, lorsqu'on réalise des expertises, les experts qui font aussi leur travail de médecin par ailleurs mettent aussi du temps pour déposer leur rapport, pour répondre à nos observations lorsque c'est fait. Donc il ne faut pas s'en inquiéter. En règle générale, une procédure à l'ONIAM, c'est au moins 3 ans entre le moment où on saisit et le moment où le dossier est indemnisé si tout va bien. Mais oui, c'est particulièrement long les délais à l'ONIAM, mais on essaye de tout mettre en œuvre pour que ce soit le plus rapide possible. Mais en ce moment, c'était compliqué. Ça l'a été d'autant plus avec la question de la modification du référentiel, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre, on espère en septembre. Je sais pas sur si... les délais, rebondir en vous disant, comme je le disais en introduction, que les choses ne sont pas closes à l'ONIAM, et bien au contraire, que ce soit pour les nouvelles demandes, que ce soit pour les aggravations. Je ne l'ai pas dit en introduction, si vous êtes bloqué dans la constitution de vos dossiers, parce que vous n'avez pas réussi à récupérer le dossier de votre médecin traitant, du neurologue de l'hôpital, ne baissez pas les bras. Appelez-nous, Camille, Sophie, Inès, moi-même, on a l'habitude d'aider à constituer des dossiers. Ne baissez pas les bras. Ce serait quand même dommage, même si un dossier a été perdu, imaginons votre neurologue a perdu le dossier, ça peut arriver, eh bien on se débrouille pour reconstituer à partir des doubles, des courriers qui ont pu être adressés à l'hôpital, au médecin généraliste, que sais-je. On peut toujours reconstituer les choses. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas découragés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous aider à constituer les dossiers et à un moment ou un autre dire, bon, on n'aura pas le dossier du neurologue, on va le reconstituer et on y va quand même avec ce qu'on a. Mais ne baissez pas les bras. De façon générale, n'hésitez pas aussi à nous informer lorsque vous changez de traitement, lorsque vous changez de travail, lorsqu'il y a des modifications dans votre situation. Alors, c'est évidemment pas forcément le premier réflexe de penser à en informer son avocat, mais ça a un impact quand même important dans votre quotidien et donc sur la procédure, sur la reconnaissance des conséquences de la narcolepsie sur votre quotidien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et nous, on vous dira quels documents seraient nécessaires pour prouver tel et tel impact. Mais vraiment, informez-nous, dites-vous, voilà, une fois par an, vous nous envoyez juste un petit mail sur là où vous en êtes, etc. Alors, on essaye de vous appeler un peu tous chacun au fur et à mesure pour être informé de votre situation, mais n'hésitez pas aussi de façon proactive à nous dire lorsqu'il y a voilà, une modification dans votre situation, c'est important.
Alors, il y a une question Oui. d'une victime qui vit en Belgique, mais hors vaccination. Si vous voulez, madame ou monsieur, pardon, j'ai pas compris, mais écrivez-nous un email et on verra si on peut répondre plus précisément à cette question qui est un peu parallèle. C'est évident qu'il y a une situation particulière pour les victimes du vaccin avec un dispositif spécifique en France, bien sûr. Si, Oui, si je ça vaut aussi. Pardon, allez-y. Non, je voulais juste compléter peut-être par rapport à la question qui effectivement n'intervient pas dans le cadre d'une vaccination. Simplement expliciter qu'on participe actuellement à une enquête patient à l'échelle européenne pour justement pouvoir illustrer les différences de prise en charge, les différences de droits, d'accès aux allocations, d'accès aux aménagements, que ce soit scolaire, professionnel, de l'accès au traitement également. Et cette enquête européenne qui est en cours, elle a justement vocation à pouvoir faire pencher la balance auprès de certains pays qui seraient moins soutenus par leur institution que d'autres. Voilà. Et aussi D'accord. pardon. Non, non, je t'en prie, Sophie. Quand vous remplissez des certificats pour la MDPH, pour renouveler ou pour demander des aides, c'est un point qui est assez important puisque c'est sur la base de ce certificat qu'on va pouvoir vous accorder ou rejeter des aides. Et on se rend compte que trop souvent, il y a des rejets parce que c'est pas très bien rempli, dans le sens où, comme la narcolepsie, c'est une maladie invisible. Souvent, il va être répondu que finalement, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez gérer votre quotidien, etc. Et donc, finalement, il va être répondu que vous pouvez tout faire, parce que oui, on peut tout faire, mais quand même avec des difficultés. Et donc, moi, je vous encourage à lorsque vous modifiez, vous faites des demandes auprès de la MDPH, éventuellement de nous prévenir. Et avant d'envoyer le dossier à la MDPH, on peut vraiment jeter un œil sur le certificat et vous dire lorsque on voit une difficulté. Parce qu'après, si vous avez un rejet, ça continue au contentieux. Et c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est devant le tribunal quand un certificat a mal été rempli. Donc n'hésitez pas, on peut aussi vous aider pour ça, pour les reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé ou pour des aides. Voilà, on peut tout à fait vous aider à les remplir et à faire en sorte que ce soit reconnu au vu de la narcolepsie. Merci pour le lien. Merci Anne Berton pour le lien vers l'enquête européenne. Est-ce que les autres participants, est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Pas tellement. Bon, après, on sera aussi toujours disponible si jamais vous avez des questions qui viennent après par mail ou par téléphone. Vous n'hésitez pas. Non, pas du tout. Pas du tout. La demande auprès de la MDPH et la demande d'indemnisation auprès de l'ONIAM, c'est tout à fait distinct. Le dossier, enfin, les dossiers qui peuvent être constitués devant la MDPH, elles concernent éventuellement une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, une demande d'aide financière, et encore, enfin, tout le monde ne peut pas prétendre à cette aide, etc. Tandis que la demande d'indemnisation à l'ONIAM, elle se base uniquement sur effectivement le fait que vous ayez été vacciné et d'autre part la narcolepsie qui en découle. Le fait que vous ayez fait un dossier auprès de la MDPH ne change rien du tout là-dessus. Et ce ne sont pas les mêmes pourcentages non plus. La MDPH reconnaît des pourcentages, par exemple, inférieurs à c'est 79%. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'à l'ONIAM, vous aurez le même pourcentage. C'est vraiment des critères qui sont complètement différents. Donc c'est complètement autonome. Alors il faut nous informer lorsque vous avez des décisions de la MDPH, on les regarde et on va les intégrer dans le dossier, mais c'est parfaitement indépendant par rapport à la reconnaissance du lien avec la vaccination et la procédure d'indemnisation au NIAM. Il n'est pas nécessaire d'avoir d'abord fait une demande à la MDPH pour pouvoir saisir le NIAM.
Sophie, merci. Je vais répondre à Léo. Donc, le nouveau référentiel de l'ONIAM, globalement et rapidement, retient des chiffres d'indemnisation qui sont d'ores et déjà inférieurs à ce que font les juges. Je vous explique. L'ancien référentiel de l'ONIAM était à 13 euros de l'heure pour l'aide humaine. C'est l'aide qui est apportée à la victime, constatée par les experts qui sont nommés. Et cette aide, le référentiel de l'ONIAM le chiffrait à 13 euros. Et aujourd'hui, dans le nouveau référentiel, on est à 16. Or, devant les juridictions, on est au minimum à 18, plutôt à 20, voire à 22, 23. Donc, c'est une illustration, mais ça vous montre que ce référentiel nouveau est d'ores et déjà en dessous de ce que font les juges. Et une critique peut donc être formulée à nouveau devant le Conseil d'État dont on vous a déjà parlé pour venir critiquer ce référentiel. On va le faire et il y a certaines victimes qui nous ont d'ores et déjà demandé de le faire pour que le référentiel nouveau soit amendé et modifié. Vous imaginez les difficultés dans le cadre des difficultés financières de l'État en ce moment, où passer de 16 à 18 ou à 20 euros de l'heure pourrait avoir des impacts financiers importants. Donc les discussions seront certainement ardues. Vous Et avez, Sophie, Camille et Inès, des choses à répondre? pour répondre à la question de Monsieur Célie concernant les pièces à nous communiquer, il n'est pas nécessaire de distinguer les pièces qui sont vraiment relatives aux symptômes de la narcolepsie et l'impact que ça a sur votre vie au quotidien. Vraiment, vous pouvez nous envoyer tous les éléments que vous avez à votre disposition et nous, on se chargera de trier les éléments et de voir lesquels on peut intégrer au dossier ou pas. Mais on peut tout à fait intégrer les éléments concernant l'impact psychologique, parce que ça constitue un préjudice en tant que tel du fait de la narcolepsie. Alors, je le dis là, je le répète, et c'est important pour ceux qui sont autour de la table aujourd'hui et ceux qui pourraient écouter cette intervention plus tard. Nous, notre objectif en tant qu'avocat, c'est de constituer un dossier le plus complet possible sur les aspects médicaux, tous les comptes rendus, tous les examens, mais aussi sur les autres aspects, les douleurs, les souffrances, les proches, comme on l'a dit. Et notre travail, c'est de vous aider à constituer un dossier le plus complet. On l'a déjà dit dans le cadre des discussions sur le vaccin, nous déconseillons très fortement aux victimes de déposer un dossier seul à l'ONIAM. C'est possible. C'est possible. Rien n'oblige à passer par l'aide d'un avocat. Nous le déconseillons et nous l'avons vu. Les expertises ne se passent pas bien lorsqu'il n'y a pas un avocat qui connaît bien cette question, en termes d'imputabilité, en termes de chiffrage également. Et dans un deuxième temps, avec l'ONIAM, les discussions ne se passent pas bien non plus, puisque l'ONIAM, vous l'avez compris, et je crois que quelqu'un ici autour de la table a dit ils ne sont pas très romantiques à l'ONIAM. Ben, c'est exact, et la formule est très polie et elle vous honore, mais même pire que ça, les discussions avec l'ONIAM sont parfois dures, âpres et complexes. On vous l'a dit, en Panenza, les victimes indirectes, les délais d'apparition, à chaque fois, on a été obligé de batailler. Donc, nous déconseillons formellement d'y aller seul et nous sommes là pour vous aider à constituer les dossiers et aussi à constituer des dossiers d'une façon qui sera lisible pour les juristes et les médecins experts qui vont étudier vos dossiers. Ils ne parlent pas exactement comme les médecins qui ont l'habitude de vous voir, ils ne cherchent pas exactement la même chose et ils ne vont pas rédiger exactement la même chose. Ils font du médico-légal et nous essayons d'axer nos discussions sur ces deux aspects, l'aspect médical pour avoir toutes les pièces nécessaires et aussi l'aspect légal pour pouvoir détailler vos postes de préjudice. Un exemple, la tierce personne, c'est un point très important, très, très important dans la suite de l'indemnisation et qui est souvent négligé par les victimes et par leurs familles qui n'en parlent pas. Et si on n'en parle pas, eh ben, les experts n'en parleront pas non plus. Il n'y aura pas d'évaluation et donc pas d'indemnisation.
Oui. Et puis je crois que c'est vraiment important de pouvoir étayer votre dossier avec quelqu'un d'extérieur parce que finalement d'avoir quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui, en ayant besoin de chercher à vous connaître, va avoir un interrogatoire, une façon d'aller creuser certains aspects auxquels vous n'auriez pas pensé parce qu'il y a effectivement ce qu'on voit dans un premier temps, ce qui nous apparaît évident en tant que patient. Et puis en fait, il y a tous les à côté, les choses qui effectivement sont des conséquences, mais en rebond, comme ce que vous les illustriez dans la question là qui a été posée. Donc, je pense que c'est important d'être aidé. Voilà, ça vous aide aussi à prendre du recul sur des éléments que vous n'auriez pas pensé à comptabiliser au départ. Tout à fait. Alors, pour finir sur le référentiel de l'ONIAM, j'ai une question qui m'est posée. Aujourd'hui, on a un référentiel de l'ONIAM. Ce référentiel nouveau, on va attendre les offres qui sont formulées et ensuite on va apprécier cas par cas s'il est nécessaire et intéressant de contester à nouveau. Cette contestation, elle n'est pas toujours aisée. D'abord, on peut perdre une contestation, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, nous aviserons dossier par dossier et on fera des recommandations sur la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter. C'est vrai que c'est un choix pour les victimes et lorsqu'on a une somme qui nous est proposée par l'ONIAM, il faut bien réfléchir avant, dans la perspective d'obtenir un peu plus, de prendre le risque de faire un contentieux très long. Donc, discussion individuelle, on en reparlera dossier par dossier. La probabilité que le nouveau référentiel soit modifié, je ne peux pas trancher cette question. Est-ce que le Conseil d'État pourra entendre les arguments? Est-ce que le Conseil d'État dira, notamment sur des considérations financières globales, de combien coûte le dispositif à l'ONIAM? Est-ce que le Conseil d'État validera le nouveau référentiel? Il y a là beaucoup trop d'incertitudes pour l'instant. Alors, les questions purement ANC, pour ceux qui ne lisent pas le chat, est-ce qu'il existe des personnes référentes dans les Alpes-Maritimes? Et Anne Berton a répondu. Et je pense que là, vous pouvez vous retourner vers l'ANC, qui est très bien organisée, pour avoir des réponses plus précises à ces questions. Alors, monsieur Seili, oui, je vous l'ai dit, le dispositif est toujours ouvert et on peut déposer un dossier en 2025 pour une vaccination qui a eu lieu il y a 15 ou 16 ans, en 2009. Il faut le faire et j'encourage les victimes à ne pas trop tarder, notamment parce que plus le temps passe et plus ça devient difficile de récupérer des pièces et puis soi-même, les souvenirs deviennent un peu altérés. Mais il n'est pas trop tard et il faut le faire. Ce serait, à mon sens, extrêmement dommage de ne pas profiter d'une voie de droit qui existe en France. Et je le rappelle, et c'est pas par chauvinisme et tout ça, gloriole d'être français, mais nous avons la chance d'avoir un dispositif qui existe pour indemniser les victimes, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs. En Europe du Nord, chez les Anglais, il n'y a pas de dispositif qui existe, donc il faut en profiter. Et nous sommes là, vous les avez vus, Sophie, Inès, Camille et moi-même, prêts à constituer des nouveaux dossiers, évidemment, si on peut aider. Alors, est-ce que le Conseil d'État peut s'autosaisir? Non. Il avait été saisi par des associations de victimes et le taux d'actualisation, je rentre pas dans le détail sinon on va perdre tout le monde, mais le taux d'actualisation, vous parlez de la capitalisation, n'a pas changé dans le nouveau référentiel ONIAM. C'est un des points qui pourrait entrer en discussion devant le Conseil d'État. Alors, s'agissant des frais, puisqu'il y a une question de Clémence, je n'ai pas réussi à trouver trace d'une assurance qui me permettrait de couvrir les frais juridiques. On peut tout à fait déposer des dossiers à l'ONIAM, même si on n'a pas d'assurance protection juridique. Notre philosophie au cabinet Dante, ça a toujours été et c'est toujours
de trouver des solutions avec nos clients, même sans assurance, pour déposer un dossier. Et nous n'avons, croyez-moi sur parole, en plus de 15 ans d'exercice, puisqu'on travaille comme avocat depuis novembre 2009, nous n'avons jamais eu de difficultés avec des honoraires et avec des clients. Donc Clémence, je m'y engage, si vous n'avez pas déjà pris attache avec nous, appelez-nous et nous organiserons et nous vous proposerons euh, une prise en charge sans difficulté pour pouvoir avancer dans le dossier. Ce serait vraiment trop dommage de ne pas pouvoir déposer un dossier et bien déposer un dossier pour des questions d'absence d'assurance ou de crainte sur les honoraires. Appelez-nous Clémence et les autres. Vraiment, soyez rassurés sur ce sujet. Ah, Clémence, Oui, parfait. oui, Excusez-moi, je n'avais pas cela à l'esprit. il y a encore une question. Alors, pour répondre à votre question euh, belge, je ne sais pas comment ce qu'on a pu bâtir pourrait vous aider vis-à-vis des différentes institutions. Il faut qu'on y réfléchisse. Si on peut vous aider, on vous dira. On y réfléchira avec Camille, Sophie et Inès, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou on décide de clôturer cette discussion pour ce soir? De toute façon, on est disponible pour répondre à vos questions par mail, par téléphone. Je vois une question au regard de la prescription. Ah, ah. Alors pourquoi on ne va pas au tribunal? Parce que la voie du tribunal est une voie pour les vaccins extrêmement compliquée et beaucoup plus compliquée. Et notamment parce que la vaccination avait été mise sur le marché très rapidement. Rappelez-vous, c'était un contexte d'une pandémie très inquiétante nous avons considéré que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour engager la responsabilité des laboratoires qui ne pouvaient pas savoir que cet effet indésirable allait apparaître. Par définition, le vaccin venait juste d'être créé, donc les informations disponibles étaient très faibles. C'est d'ailleurs pour ça que l'État en France, la loi a créé ce dispositif spécifique. C'était pour contrebalancer une mise sur le marché très rapide, trop rapide, je ne sais pas, mais très rapide, sans qu'il y ait eu des années et des années de recul et d'études et d'analyses. Donc aujourd'hui, la seule voie qui existe pertinente pour obtenir indemnisation, c'est la voie de l'ONIAM. Je vous disais tout à l'heure que nous avons de la chance d'avoir un dispositif d'indemnisation spécifique qui a été créé par la loi et on s'en réjouit, même si l'ONIAM ne sont pas des gens très romantiques et avec lesquels il faut avoir des discussions très âpres pour obtenir indemnisation complète. Sophie, tu veux répondre à Clémence? Oui, il y a Clémence qui nous demande est-ce que ça vaut le coup de déposer un dossier, même lorsqu'on a une narcolepsie légère, donc pas de cataplexie, capacité à travailler à 80%, etc. Donc oui, bien sûr, ça vaut le coup. En fait, on fait du cas par cas. Et comme le disait la présidente de l'ANC tout à l'heure, Manon Brigandet, vous vous dites que vous avez une narcolepsie légère, et donc vous vous dites voilà, est-ce que ça vaut le coup? Mais avec un regard extérieur, vous avez quand même une maladie qui, elle est peut-être légère, telle que vous la présentez, parce que vous avez mis en place une organisation, etc. Mais ça reste une maladie qui est quand même invalidante et qui va impacter votre quotidien. Et donc, on va pouvoir, il n'y a pas de seuil. L'ONIAM ne dit pas je prends que des narcolepsies à partir de tel et tel stade. Alors certes, c'est donc des narcolepsies plutôt de type 1, mais il est possible quelle que soit la gravité de la narcolepsie, de pouvoir faire reconnaître l'impact dès lors qu'il est bien en lien avec la vaccination. On peut tout à fait le faire reconnaître sans qu'il y ait de narcolepsie qui soit mise de côté parce qu'elle ne serait pas assez invalidante. Donc bien sûr, ça vaut le coup et on pourra y répondre dans votre cas en particulier. Enfin, voilà, je fais une réponse un peu générale, hein, mais oui, bien sûr, ça vaut le coup
pour tous les cas de narcolepsie type 1. Alors, j'ajoute Et, que, Clémence, pardon. peut-être que vous avez l'impression qu'elle est légère, mais qu'en fait, elle ne l'est pas autant. Mais surtout, votre narcolepsie, j'espère que ce ne sera pas le cas. Elle pourrait évoluer. Elle pourrait s'aggraver. Imaginons, je n'ai pas votre situation individuelle en tête, et de toute façon, je ne veux pas en parler, mais imaginons que vous ayez des enfants et que la situation se complique avec l'apparition de nouveaux enfants. Imaginons que ça peut s'aggraver. Et il est toujours plus facile de venir dans une procédure d'aggravation dans 5 ans quand on a une décision qui reconnaît le lien. Et je pense qu'il est important, je ne veux pas me répéter, mais qu'il est important de faire valoir ses droits, même si vous avez l'impression que ce n'est pas très grave. Manon, pardon, je vous ai presque coupé la parole. Non, pas de problème. On se complète. Ce que j'allais dire, c'est que la classification des pathologies du sommeil qu'on représente font que si on a une narcolepsie type 1 avec des cataplexies, c'est effectivement, ça n'a pas vocation à évoluer vers une narcolepsie type 2 ou une hypersomnie. À l'inverse, quelqu'un peut avoir un diagnostic de narcolepsie de type 2, donc avec, en tout cas à première vue, pas de cataplexie, et ça peut évoluer dans le temps. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le fait que parfois, on a aussi l'impression, et notre entourage considère que la pathologie est légère parce qu'on gère un quotidien, mais ce que les études montrent, et notamment l'étude Narcoscol Narcolvitae qui a été faite à Lyon, c'est que bon nombre de patients travaillent, ont une vie en tout cas d'apparence la plus normale possible, mais au détriment de l'aspect vie familiale et vie personnelle. Voir moins de monde, faire moins de sport, avoir des opportunités de carrière qu'on ne saisit pas. Voilà, des choses comme ça où en fait on se freine sur certaines choses pour que, en apparence, la seule chose qu'on voit dans la partie émergée de l'iceberg, c'est que j'arrive à travailler, et ça, c'est le plus important. Mais l'entourage ne voit pas tout l'à côté qui fait que bah, vous êtes organisé et vous avez peut-être contraint certaines choses de votre vie pour que l'essentiel de votre énergie soit tourné autour du travail. Et une dernière chose, c'est effectivement de se dire que eh ben, quand on devient maman, il y a aussi des choses qui se réorganisent, et ça, vraiment, d'expérience, je peux vous dire que C'est pas vous ne pouvez facile. pas savoir comment vous allez réagir, et c'est important voilà, de se dire qu'on est patient à un instant T et qu'il peut y avoir des évolutions positives comme un peu moins positives en fonction voilà, de certains moments de la vie. Manon, on est tout à fait d'accord. Il y a une dernière question, enfin une question, qui a été posée par un utilisateur de Zoom, qui demande comment est-ce qu'on calcule les montants qui sont versés par l'ONIAM. Euh, alors, ce serait trop compliqué de vous donner une réponse d'une grande précision, et ça, il faudra qu'on s'en parle. Globalement, une réponse un peu générale, lorsque le dossier est complet, lorsqu'on l'a bien travaillé, le médical, le juridique, comme je vous disais, on le dépose à l'ONIAM. L'ONIAM va faire un premier filtre pour écarter les dossiers manifestement irrecevables, et ensuite, des médecins sont nommés, choisis et nommés par l'ONIAM. Ce sont des médecins qu'on connaît, extrêmement compétents, avec qui on a l'habitude d'avoir des expertises. Ces médecins vont vous convoquer pour évaluer le retentissement de la maladie. Comme Manon vient de vous le dire, bah, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il faut les aider? Est-ce que vous arrivez à travailler? Comment ça se passe les déplacements? Que sais-je? Et ces médecins vont procéder à une évaluation avec des items et des évaluations médicales. Est-ce que les souffrances endurées sont 5 sur 7, 6 sur 7? Et à la suite de cette expertise et de cette évaluation, avec une nomenclature bien précise, l'ONIAM ou le juge, avec discussion des avocats, va procéder à une évaluation sur la base du référentiel de l'ONIAM, par exemple, ou sur la base d'un référentiel des juges. Et c'est ça qui permet d'aboutir à une indemnisation. Donc, je ne peux pas vous donner une fourchette sur le versement à l'heure actuelle. Ça n'aurait pas de sens parce que chaque dossier est très spécifique. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il faut vous aider? Combien de temps? Un peu, beaucoup?
Là, les choses seraient beaucoup trop complexes de pouvoir donner des fourchettes. Le principe, c'est une évaluation individuelle qui est faite par les médecins qui vous reçoivent avec votre avocat pour discuter de cette évaluation. Et nous, notre métier, c'est, par exemple, dans l'hypothèse d'une victime qui dirait mais tout va bien, je n'ai pas du tout besoin d'être aidé, ben de pouvoir au contraire dire mais si vous avez besoin d'être aidé, regardez qui s'occupe de faire les courses, qui s'occupe de ceci, qui s'occupe de cela. Donc évaluation individuelle à dire d'experts. Charles, vous avez une nouvelle question. À quel point la vaccination a augmenté le nombre de cas de narcolepsie? Oui, on a ce chiffre. Je crois que le risque de développer une narcolepsie il a été multiplié par 20 dans mon souvenir. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas vu ces chiffres. On pourra en reparler, mais on sait aujourd'hui que la vaccination contre la grippe A H1N1 a augmenté de façon significative le risque de développer une narcolepsie cataplexie qui existe par ailleurs. C'est indéniable, mais ce surrisque, il est considérablement augmenté par la vaccination. On vous retrouvera les chiffres Je si les vous le ai. voulez. Si vous voulez, comme ça, c'est dit. Ça a été, on est passé d'un facteur 5 à un facteur 14 pour les enfants et d'un facteur 2 à 7 pour les adultes avec la vaccination. Voilà. Alors Léo, vous aviez raison, 14. Oui, c'est ça. Alors pour répondre à VN, pour les autres, VN, c'est notre une victime de Belgique. Comment est-ce qu'on prouve ces manques d'opportunités? Eh bien, en les expliquant aux experts. En les expliquant aux experts qui vont dans nos questions et dans notre système français, l'expert va dire, au regard de la gravité de la maladie, il est indéniable que la victime ne peut plus pratiquer les activités de loisirs qu'elle pratiquait avant. Elle a dû diminuer sa vie sociale. C'est ce que Manon Brigandet vous disait tout à l'heure. Elle sort moins, elle vit moins. Voire elle n'a plus de conjoint parce que son conjoint est parti. Le médecin va pouvoir dire il est habituel dans ce type de pathologie que la vie sociale est impactée, que la vie familiale est impactée. L'isolement social, c'est exactement ça que vous mentionnez. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. Je renouvelle mes remerciements à l'ANC, à Manon pour son temps et à Anne Berton pour sa modération, enfin, d'avoir assuré le rôle de modérateur, et à l'ANC en règle générale. N'hésitez pas à consulter le site de l'ANC, il y a des choses intéressantes, à renouveler vos adhésions, c'est important pour les associations. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous écrire un email. Peut-être, Camille, si tu peux mettre sur la chaîne de discussion le site de Dante et notre adresse mail pour que vous puissiez, et n'hésitez pas, nous écrire. On prend rendez-vous pour pouvoir se parler par téléphone. On fait ça très bien, France entière, aucune difficulté, et on aura plaisir à répondre à toutes vos questions.